Sur FLP Radio, retrouve Star Sun Magazine, le magazine People de la Côte d'Azur. FLP Radio. FLP Radio. Aujourd'hui avec nous, Mamedy Doukhara sur Stars and Sun Magazine et FLP Radio. Mamedy Doukhara, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Tu es un athlète de haut niveau et tu as été athlète de haut niveau durant de longues années à l'INSEP. Tu es champion du monde de taekwondo, multiple champion de France et plusieurs fois médaillé de bronze aux championnats d'Europe. Parallèlement à ta carrière de sportif, tu exerces la profession de photographe professionnel et tu es passionné de CrossFit. Alors avec le CrossFit tout d'abord, j'imagine que tu as gagné en explosivité, peut-être aussi en cardio. Est-ce que ton niveau physique, même qui était déjà très bon certainement au début, s'est vu améliorer et de quelle façon ? Est-ce que tu peux nous dire aussi comment est venue cette passion pour le CrossFit ? J'ai débuté le CrossFit juste après l'arrêt de ma carrière, donc en 2016, parce que j'ai toujours eu une vision de moi, je dirais, dans la continuité du sport après ma carrière. Donc je savais que j'allais continuer sur une autre discipline, mais j'avais pas encore d'idée sur quelle discipline pratiquer. Je me suis un petit peu cherché, j'ai fait du MMA. Et puis ensuite, au détour d'une séance photo, j'ai découvert le CrossFit et c'est ce qui m'a plu, au moins dans l'état d'esprit, parce que je m'y retrouvais un petit peu sur le taekwondo, sur le fait de pas lâcher, de vraiment se battre dans la difficulté, et c'est ce que représente un petit peu pour moi le CrossFit. Donc j'ai démarré la discipline en 2016. Et alors, est-ce que j'ai gagné en explosivité, en puissance, en force ? Je pense oui. Parce que le CrossFit, en fait, c'est un entraînement croisé qui permet de développer toutes les capacités physiques. On est vraiment sur une discipline qui va raser de manière très large tous les critères qui définissent un athlète, notamment sur sa vitesse d'exécution, sa force, son agilité, sa puissance. Donc pour moi, selon moi, j'ai augmenté tous mes ratios. Voilà, j'ai augmenté tous mes ratios. Alors après, forcément, il y en a beaucoup qui me disent que oui, mais avec la prise de poids que tu as pris, est-ce que tu penses que tu es plus rapide, moins rapide ? C'est difficile en fait de comparer des notions d'explosivité ou de rapidité à partir du moment où il y a une prise de poids. Tu as pris beaucoup du coup en masse musculaire depuis que tu as commencé ? Au taekwondo, j'étais dans la catégorie des moins de 80. Donc en compétition, je me retrouvais en dessous de 80, pratiquement à 79 kilos. Et je dirais en poids de maintien, donc quotidien, j'étais à 82, 83 kilos maximum. Actuellement, je suis à 102. Donc ça fait quand même 20 kilos. Mais c'est pas 20 kilos de gras en fait, c'est du développement musculaire. Comme je l'explique aussi souvent, c'est que moi de mes 17 ans jusqu'à mes 34 ans, j'ai évolué dans la même catégorie de poids. C'est-à-dire que je pense avoir freiné quand même l'évolution de mon corps, l'évolution normale de mon corps pendant toute ma carrière. Parce que peut-être que si je n'avais pas pratiqué le taekwondo et peut-être un autre sport et qu'il n'y avait pas de limite de poids, j'aurais été peut-être même plus costaud que je le suis aujourd'hui, peut-être moins, mais je pense que je tournerais de manière logique autour du poids que je pèse actuellement, près une centaine de kilos. Au niveau alimentaire, j'imagine qu'il y a également un suivi assez drastique peut-être, assez particulier. Au niveau de la diète, oui. Pour pas mentir, ça a été une révolution. Parce que justement, je pensais bien faire quand j'étais au taekwondo et en fait, j'étais complètement à côté de la plaque pour plusieurs raisons. On était dans une époque où, je dirais, les réseaux sociaux n'étaient pas forcément, aussi développés. Donc la source d'information, il fallait vraiment aller la chercher pour la trouver.
Aujourd'hui, sans même la chercher, on a tellement d'informations qu'on peut quand même avoir une bonne base pour essayer d'avoir une alimentation équilibrée. Beaucoup comprennent en fait qu'aujourd'hui, dans une alimentation équilibrée, même pas aujourd'hui, mais plutôt même à l'époque, une alimentation équilibrée, ça va être je mange une bonne salade, on sait que la viande c'est les protéines, et puis après le reste, on savait pas vraiment trop, quoi. Donc pour le coup, quand on se mettait à faire des régimes, on mettait l'accent sur les protéines. On se disait voilà, il faut garder le muscle, donc je mange de la protéine, et puis le reste, ça passait à côté, quoi. Alors qu'en fait, le moteur, ce qui nous fait marcher, c'est les glucides, donc c'est les pâtes, le riz, et tout ça, il y en avait pas moi dans mes régimes, dans mes pertes de poids pour être en catégorie de poids pour pouvoir combattre. Donc pour le coup, j'ai beaucoup appris en faisant du CrossFit, parce que quand je me suis mis au CrossFit, on a eu un séminaire sur la nutrition dans la salle où je me trouve, et j'y ai participé, et en fait j'y ai beaucoup appris, et ça m'a tellement intéressé que voilà, j'ai voulu mettre du sens aussi à ma pratique dans le CrossFit. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait pour moi que je m'adapte à la discipline. Donc avec le physique que j'avais, donc physique de taekwondoïste, faire du CrossFit, pour moi, encore une fois, selon moi, ça me semblait difficile. Donc c'est pour ça que j'ai contacté ce nutritionniste, et je lui ai demandé voilà, comment je dois m'alimenter pour pouvoir justement être en capacité de faire mes entraînements correctement, d'avoir suffisamment d'énergie pour faire ces entraînements qui sont ultra énergivores, et être que le corps est du répondant face à ces entraînements, quoi. Et qui plus est, derrière, si je pouvais avoir une prise de masse, la prise de masse, en fait, c'était l'élément complémentaire. Mais ce que j'ai demandé dans un premier temps, c'est vraiment d'avoir une nutrition adaptée à mon activité. Et donc, voilà, je suis rentré dans une nutrition, et c'est là où j'ai vraiment appris l'intérêt de chaque aliment. Voilà. Et du coup, tu fais plusieurs repas par jour? Comment ça se passe, en fait, concrètement? Non, pas du tout. Alors, encore une fois, il faut faire la différence entre, je dirais, peut-être le body qui est une discipline qui est plus basée sur l'esthétique, et le CrossFit. Le CrossFit, peut-être que sur mes réseaux, moi, dans ma manière de communiquer, je vais vachement mettre le côté esthétique de mon corps, la prise de masse, tout ça, mais c'est pas du tout ça le CrossFit. Le CrossFit, c'est vraiment de la performance. C'est la vitesse à laquelle on va courir, c'est la vitesse à laquelle on va finir nos circuits, c'est le poids qu'on va soulever. C'est vraiment lié à la performance, purement. C'est pas parce qu'on arrive avec des gros biceps, des pectoraux qu'on gagne la compète. On est vraiment sur des épreuves où le temps et le poids vont juger nos performances. Donc pour le coup, on n'a pas le même mode, je dirais, d'alimentation que quelqu'un qui va faire du body, qui va s'alimenter plusieurs fois par jour pour justement permettre un développement musculaire optimal. Moi, je fais 3 repas par jour. Simplement, c'est juste la composition de mes repas. Elle est beaucoup plus réfléchie, et elle est en adéquation avec mon activité et mon développement musculaire. Donc c'est juste qu'aujourd'hui, quand je mange des pâtes ou du riz ou des patates douces, je sais pourquoi je les mange. Quand je mange de la viande, je sais pourquoi je le mange. Et je sais en combien de quantité je dois manger pour que ça soit dans les besoins de mon corps. D'accord, donc en fait, ça a été une sorte de révélation et peut-être un nouveau mode de vie, donc. Exactement. Et je pars du principe aussi que, en fait, c'est pour ça qu'après, à un moment donné, quand on rentre dans une diète, on va beaucoup plus loin que la pratique sportive, parce que on a une meilleure digestion, on a un meilleur sommeil, on a un meilleur fonctionnement de son corps, et je pars du principe que si je me fais du bien et que j'arrive à le sentir dans les heures qui arrivent ou le lendemain, imagine l'impact que ça peut avoir sur toute ma vie. Aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire, ils mettent tellement de choses, d'additifs dans les aliments que on développe des maladies
dont on n'a pas forcément connaissance dans les origines, quoi. Donc je parle vraiment du principe où l'alimentation c'est aussi un moyen de vivre de longs jours paisibles. Et donc du coup, peut-être, donc là tu as appris du coup à mieux te connaître de l'intérieur peut-être. Le taekwondo, donc toi qui étais un ancien pratiquant de taekwondo, donc bon, là on a vu que depuis ces 10 dernières années, il a connu de grandes modifications. Certains peut-être parleront d'évolution, d'autres de déclin. Est-ce que pour toi, la dimension martiale, elle a changé peut-être depuis l'arrivée de l'électronique ? Pour moi, la dimension martiale, elle n'a pas forcément changé parce que je la dissocie en fait justement de la partie sport. Ce que j'appelle moi la partie sport du taekwondo, c'est justement la compétition. La dimension martiale, c'est ceux qui vont rester vraiment dans le traditionnel. Donc la pratique pour la pratique, ou bien la pratique pour une pratique compétitive, mais dans la partie traditionnelle, c'est-à-dire les pumse, et toute la philosophie qui va autour de la partie traditionnelle. Quand on est dans la partie compétitive, pour moi, on n'est plus dans la tradition du taekwondo. On est vraiment purement dans le sport olympique. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi, justement, que par le fait qu'on soit olympique, qu'il y ait toutes ces évolutions. Parce que faut se rappeler que les premiers jeux qui se sont passés à Sydney en 2000 ont connu des petits déboires au niveau de l'arbitrage, et que il fallait trouver des solutions pour pouvoir justement se maintenir aux Jeux Olympiques. Et c'est là où ils ont commencé à réfléchir sur ce fameux plastron électronique, qui a connu effectivement des évolutions ces 10 dernières années. D'ailleurs, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me choquait parce que, en fait, à partir du moment où ils ont sorti le plastron électronique, tous les championnats du monde qu'on a fait, aucun n'était similaire au précédent. À chaque championnat du monde, qui ont lieu tous les 2 ans au taekwondo, pendant les 10 ans qui ont suivi donc l'émergence de ce plastron, à chaque fois il y avait soit des nouvelles règles, soit un nouveau plastron, mais on n'a jamais connu 2 championnats du monde d'affilée avec les mêmes règles et les mêmes plastrons. Donc il fallait vraiment s'adapter pour pouvoir rester. C'est-à-dire que ceux qui ne s'adaptaient pas, ils quittaient le navire rapidement, quoi. Et du coup, tu as vu également des évolutions peut-être dans les techniques de combat ? Que ça soit positif ou négatif d'ailleurs. J'appelle plutôt ça des adaptations. Des adaptations. Parce que évolution, pour moi, si j'étais le créateur du plastron électronique, en fait, j'aurais aimé mettre le plastron électronique et ne pas changer le taekwondo. C'est-à-dire que le plastron électronique n'aurait pas dû modifier le taekwondo. On met une technologie à profit d'une discipline pour l'améliorer dans son fonctionnement, dans son arbitrage. Maintenant, mettre un élément qui va justement améliorer une partie et en déformer une autre, je trouve ça un peu dommage. Après, je comprends la difficulté, parce qu'il y a une vraie, il y a recherche de modernité peut-être. Recherche de modernité. Non, alors recherche de modernité, oui, dans le système électronique, par le plastron. Par contre, on peut pas se mentir, il y a pas de recherche de modernité au fait que les athlètes s'adaptent à ce plastron électronique, qui fait que si on garde un taekwondo tel que moi je l'ai connu en fait en plastron non électronique, on ne peut pas continuer à évoluer ou à gagner des combats. Et c'est pour ça qu'en fait moi j'étais pas forcément fan. C'est que il fallait modifier son taekwondo. Alors bien évidemment, il y a les champions sont restés les champions. Ça bien évidemment aussi mis en lumière des personnes qui n'auraient pas forcément vu le jour sur un plastron normal, mais ça n'enlève pas leur qualité. Mais quoi qu'il arrive, il a fallu quand même s'adapter. Celui qui ne s'adaptait pas, il passait pas les tours. C'était pas possible. On a eu un plastron, le premier plastron, si je dis pas de bêtises, c'était avec Adidas.
qui était à pression. Donc celui-ci, en fait, en gros, quand vous tombiez au sol, en fait, il suffisait qu'il subisse une pression pour pouvoir valider les points. Et j'ai en tête un souvenir, par exemple, avec Gladys Epang, qui est double championne du monde, 4 fois championne d'Europe et médaillée de bronze aux Jeux de Pékin, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est Pékin, si je dis pas de bêtises, qui en finale des championnats d'Europe se retrouve en fait à perdre sa finale parce qu'elle voulait mettre un coup de pied, donc ayant la jambe groupée, l'adversaire est rentré sur elle, donc la jambe groupée s'est retrouvée à mettre une pression sur son propre plastron et le point s'est validé contre elle et elle a perdu comme ça. Et ouais, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire que tout le monde a vu, les arbitres ont vu. Quoi, je veux dire, il n'y avait pas besoin de faire du taekwondo pour voir que c'était juste une blague, cette finale. Mais malgré tout, elle a perdu ce championnat et ils sont pas revenus sur la décision. Donc, c'est difficile, justement, quand je dis que on a connu un plastron traditionnel et qu'on voit des choses comme ça. Alors, bien évidemment, je sors je dirais un mauvais fonctionnement du plastron sur toute une compète, donc c'est pas forcément très juste entre guillemets, mais c'est pour dire un peu jusqu'où ça peut aller quand ça tourne pas forcément dans le positif en fait ce plastron électronique. Donc ça c'était les premiers essais. Alors bien évidemment aujourd'hui il a bien évolué, mais ça a amené un taekwondo qui est complètement différent de celui que j'ai connu. Alors il y en a qui vont dire c'est un taekwondo old school, celui d'avant. Moi, je le vois pas forcément comme ça. C'est simplement que c'est plus l'émergence. Ce qui me dérange plus, c'est l'émergence des coups de pied en fait qui n'existent même pas dans le taekwondo. Et c'est là où en fait je dis qu'il y a une adaptation des athlètes parce que ils font des coups. Il y a des coups de pied qui sortent aujourd'hui qui n'existent pas dans le lexique des techniques de taekwondo. Donc ça, pour moi, c'est pas normal. Donc pour toi, c'est plutôt un additif qui n'est pas forcément nécessaire et du coup qui modifie malheureusement la pratique ancestrale du taekwondo. Non, je vais pas dire que c'est pas nécessaire. C'est nécessaire pour le jugement du combat. Ça clairement oui, parce qu'il y a plus d'humains en fait. Il y a plus d'humains. Il y a moins d'humains qui vont avoir une emprise en fait sur le combat. Par contre, sur le côté, on va dire respect de la technique du taekwondo, on n'est pas à 100% dedans quoi. Donc tout à l'heure on parlait donc de champion, donc justement toi qui es champion du monde. Qu'est-ce que ça signifie pour toi le fait d'être champion du monde et est-ce que ça a la même saveur, le même sens aujourd'hui pour toi que ce titre était hier? Alors, qu'est-ce que ça signifie pour moi ? C'est une question difficile dans le sens où j'ai toujours dit en fait que je connaissais la valeur du titre quand je ne l'avais pas, mais une fois que je l'ai eu, en fait, j'avais du mal, et même aujourd'hui encore, parce que des fois, j'ai envie de dire, des fois, faut me rappeler que je suis champion du monde tellement je vis pas dans ce truc-là en fait. Est-ce que pour toi c'était en fait une finalité en soi ou plutôt c'était juste le début d'autre chose ou juste un défi? C'était quoi en fait? C'était de l'inattendu en fait, c'est ça le truc. C'est que c'était pas prévu. En fait, j'étais pas programmé. Je me suis entraîné pour, mais j'étais pas programmé pour. C'est bizarre ce que je dis, mais sur le papier quand on est parti, j'étais certainement pas celui en qui on allait croire en un espoir de médaille, et moi le premier. Donc c'est pour ça que je vis pas les choses comme quelqu'un qui a couru après le titre pendant des années et qui à un moment donné a réussi à l'obtenir. Moi je l'ai eu à 20 ans mon titre, hein. Donc je sortais de chez les jeunes, c'était ma première compétition, c'était mon premier championnat du monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'y suis allé en me disant je vais me faire tuer. C'était plutôt ouais, tu t'y attendais pas quoi. C'était un rêve mais c'était pas le moment quoi peut-être. C'est un rêve sans être un rêve, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, donc on regardait les autres et puis on s'identifie. Sauf que dans les modèles dans lesquels on s'identifie, on se dit pas que nous-mêmes on deviendra un modèle en particulier, parce que en fait c'est ça qui est intéressant avec le taekwondo, c'est que quand on n'a pas d'expérience, on imagine que un champion, c'est un modèle bien précis, avec des techniques avec la maîtrise de techniques bien précis, avec tel critère, et en fait, pas du tout.
On se rend compte que un Américain, il va avoir ses techniques, le Coréen, il va avoir ses techniques. Et en plus, c'est marrant parce que j'en parlais il y a pas très très longtemps, en disant que voilà, le Coréen, c'est vraiment la pureté du taekwondo, quoi. C'est-à-dire techniquement, dans le style, dans tout, c'est un beau taekwondo. Malgré tout, il gagne plus partout. Maintenant, on va avoir un Cubain qui va avoir un style peut-être un peu déstructuré, mais qui va être en qualité. Un Iranien qui va être plus rageux et vainqueur. Chaque nation a, je dirais, des prédominances sur des qualités. Et c'est ça qui fait que chaque champion, entre guillemets, devient unique dans sa manière de devenir champion. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est presque accessible pour tout le monde. Et heureusement, parce que si être champion du monde, c'était un modèle bien précis, bah le problème, c'est que dès le départ, j'ai envie de dire, on pourrait dire, bon bah toi, tu seras jamais champion, et puis laisse tomber, fais autre chose. Et en fait, moi, j'évoluais justement avec cette vision un peu élitiste à l'époque, où je me disais, bah le champion, un champion, un grand champion, ça doit être comme ça, ça doit être rapide comme ça doit taper fort comme ça doit bouger comme ça. Voilà, j'avais des espèces de critères qui faisaient que je me définissais pas comme un futur champion. Malgré tout, dans mes combats, après, c'était autre chose. Je me battais comme je me battais, mais je n'arrivais pas à me projeter en me disant je serai champion du monde. J'étais sur le chemin. Voilà, j'étais sur le chemin de l'apprentissage. Mais pour moi, quand j'ai été champion du monde, si on m'avait demandé avant quand est-ce que tu penses pouvoir être un champion, j'aurais donné quand même plus d'années, peut-être à mes 28, 29, 25, j'en sais rien, mais pas à mes 20 ans, quoi. Et du coup, c'était une surprise pour moi. On vit le moment, mais c'est une surprise. Et une fois qu'on a acquis le titre, j'ai appris justement à devenir champion du monde après. Parce que après, par contre, il y a beaucoup de choses qui changent. Quand on arrive sur les compètes, tout le monde nous regarde. Quand on se prend un point, ça devient dramatique, alors qu'en fait, les choses se passent toujours comme d'habitude. Mais voilà, dès qu'on se fait un peu bousculer, c'est oulala, t'as failli perdre. Alors qu'avant, quand je me faisais bousculer sur les combats et que je les gagnais finalement, il n'y avait pas de souci. Voilà, donc c'est toute cette pression-là qui a fait qu'à un moment donné, on endosse justement le statut, on l'assume et on le défend. Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, ce titre t'a ouvert des portes ? Ah oui, clairement oui. Je fais encore des choses aujourd'hui parce que j'ai été champion du monde. Et c'est valorisant. Et en même temps, je me dis, c'est incroyable parce que ça reste une compète, hein. C'est le championnat du monde, c'est la grosse compète, mais on gagne une grosse compète et la conséquence que ça peut avoir sur notre vie, c'est juste incroyable. Et ça reste du taekwondo, je précise. Et ça reste du taekwondo. Alors imagine sur du foot, sur de la boxe professionnelle, et tout l'aspect financier que tu peux avoir derrière. Là, je pense qu'il y a un vrai changement de vie, quoi. Ça n'a juste rien à voir. Et notamment également au niveau médiatique aussi. Oui, forcément, tout est lié de toute façon. Tout est lié. Non, clairement, aujourd'hui, j'ai encore les conséquences du fait que j'ai été champion du monde. C'est au niveau des sollicitations que je peux avoir, au niveau de l'intérêt que je peux avoir, même dans le CrossFit, il y a des personnes qui parlent de moi, alors que concrètement, je suis personne dans le CrossFit, j'ai pas encore fait de perf ou quoi que ce soit, mais on va mettre des fois l'accent sur moi parce que je suis champion du monde de taekwondo et aujourd'hui, je me mets au CrossFit. Alors que je suis un pratiquant, je dirais un nouveau pratiquant comme celui qui pourrait rentrer sans forcément avoir eu de discipline avant de pratiquer le CrossFit. Est-ce que tu as un besoin de te dépasser, de te surpasser dans la vie ? Oui, c'est mon moteur. Et c'est d'ailleurs pour ça justement que je voyais pas en fait ne pas rien, comment dire, je me voyais pas rien faire après le taekwondo. Moi j'ai besoin de rester actif et je me suis rendu compte aussi avec les années que j'étais comme ça aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait je pense que c'est un état d'esprit. Quelqu'un qui aime le challenge,
il l'aimera pas que sur sa pratique sportive et puis dans la vie tranquille. Non, c'est quelqu'un qui aime les challenges. Il va aimer les challenges dans sa vie, dans son sport, dans son couple, dans son travail. Voilà, moi je suis challenger vraiment dans tout ce que je fais et j'en ai besoin parce que si j'ai pas ça en fait, j'arrive pas. J'ai besoin d'être motivé, j'ai besoin d'avoir des challenges permanents pour avancer. Et c'est ce qui me permet justement à chaque fois d'essayer d'aller toujours plus loin. Si je suis dans un truc monotone, moi je m'ennuie. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais du sport? Est-ce que du coup, pour toi, c'est un mode de vie, une passion, une révélation, un moteur? Ah, c'est un mode de vie. Moi, le sport, c'est vraiment un mode de vie. C'est-à-dire que des fois, tu vois, bon là, on est en déconfinement, les salles ne sont plus accessibles. Je continue à m'entraîner parce que j'ai de quoi m'entraîner à la maison. Mais quand je mettais des stories de mes entraînements, bah parfois j'ai des personnes qui m'envoient des messages qui me demandent mais pourquoi je fais tout ça quoi. Je leur explique que moi, c'est un mode de vie. C'est faire du sport en fait, c'est pas juste pour une compète, j'ai besoin de ça en fait, c'est une douche quotidienne. Non mais c'est une douche quotidienne, je me sens bien après mon sport, tu vois, je mange bien, je m'entraîne bien, je dors bien, ça aussi il faut le préciser, parce que quand ton corps il a fait du sport pendant des années et qu'il a été habitué à faire une certaine dépense énergétique par jour, quand tu te retrouves à rien faire, tu dors pas. Clairement impossible. Moi, tu m'enlèves mon sport, la nuit je dors pas. Je suis pas assez fatigué. Donc j'ai besoin de ça, vraiment. J'ai besoin de ça, ça me fait du bien à ma tête et à mon corps. Donc je vais pas arrêter. Très bien. Bah, écoute, tu es également aussi passionné de photographie. Et oui. Du coup, tu es devenu photographe professionnel. À quel moment tu t'es lancé dans ce milieu et surtout pourquoi? Alors, ça, c'était une grande surprise aussi pour moi parce que c'était pas forcément quelque chose de prévu. En fait, toute ma vie est une surprise. Hein. J'ai touché mon premier appareil au détour d'une blessure que j'ai eue en 2015. J'ai eu une rupture de ligament croisé au championnat du monde 2005. Je dis 2015, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ça passe vite. 2005. Donc je me suis blessé au championnat du monde en 2005, j'ai eu une rupture de ligament croisé. Donc du coup, ça m'a un petit peu écarté des aires de combat. Et je dirais, pour un petit peu m'occuper mon quotidien, j'ai eu l'occasion d'avoir un appareil entre les mains et j'ai commencé à faire des photos pour le plaisir. Je me suis vite pris de passion et je me suis équipé en fait comme un passionné. J'avais pas d'objectif précis, mais voilà, j'ai commencé à acheter des éclairages, j'ai commencé à faire des photos avec les personnes de mon entourage, notamment les personnes du taekwondo à ce moment-là. Et je postais en fait à cette époque-là, encore on était sur MySpace pour les plus anciens. Je postais en fait les petites séances que je faisais et j'avais des bons retours. Et donc ça m'a encouragé à continuer. Et en 2007, donc 2 ans après, je me suis professionnalisé parce que je commençais à avoir des demandes professionnelles. Et c'est là où j'ai démarré et je me suis cadré de manière professionnelle dans ma communication et dans la manière de montrer mon travail pour que les gens fassent vraiment la nuance entre le petit loisir que je montre et la profession vers laquelle je veux évoluer. Donc ça a tellement bien pris à un moment donné dans les années qui ont suivi que beaucoup ont pensé que j'avais arrêté le taekwondo et que je faisais que de la photo quoi. Parce que à l'époque je communiquais pas beaucoup sur les réseaux sur toute la pratique du taekwondo et pour le coup je mettais beaucoup en avant mon travail. Donc on voyait pratiquement que ça. Donc voilà, mais bon, quoi qu'il arrive, tout ça pour dire que voilà, j'ai démarré en 2007 et que aujourd'hui, à l'heure actuelle encore, je continue. C'est mon métier principal. Tu fais des expositions aujourd'hui? Peut-être pas en ce moment, mais est-ce que tu en as déjà fait? Est-ce que tu vas en faire? Voilà. Alors j'en ai déjà fait plusieurs, surtout sur du travail personnel. Ce que j'appelle le travail personnel, c'est du travail qui n'est pas issu de commande d'un client. Donc ça va être vraiment une idée que je vais développer moi ou un sujet qui me tient à cœur et je vais le montrer, je vais le mettre en avant et puis c'est ce qui permet aussi justement d'attirer l'attention sur peut-être des qualités que je n'ai pas forcément montrées sur mes autres photos. Donc pour le coup après derrière ça peut intéresser
des clients, de travailler dans la direction dans laquelle je montre mes nouveautés. Et puis en même temps, ça permet aussi de découvrir une autre partie de moi-même et mon travail pour ceux qui ne me connaissent pas. Ok, donc en fait, tu es quelqu'un d'assez polyvalent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire qu'il te manque quelque chose? Et s'il te manquait quelque chose, qu'est-ce que ça serait? Là, je botte en touche. Je botte en touche parce que j'ai mon fonctionnement et ça tourne bien, je suis épanoui, j'aime mon métier, je fais mon sport. J'ai tout ce qu'il me faut en fait, j'ai ma base en fait. Tu te suffis à toi-même? C'est pas question que je me suffis à moi-même, mais j'aime la liberté et je l'ai de par ma profession. J'aime mon mode de vie par rapport au sport. Voilà, donc j'estime que j'ai ce qu'il faut pour mon bien-être personnel. Est-ce que tu as un regret, ou peut-être quel serait ton plus grand regret ou ta plus grande crainte? Quel est-il? Alors si on parle de taekwondo, un regret, quand je vois les qualités physiques que je suis capable de développer aujourd'hui en étant donc plus vieux, je me dis peut-être que j'étais un ton un petit peu en dessous de ce que j'aurais pu réellement être dans mon sport d'origine. Pareil pour la nutrition. Je me dis je suis arrivé en fait dans des conditions aux compétitions qui étaient juste pas optimales, et malgré tout j'arrivais quand même à performer. Et peut-être que si j'avais les connaissances que j'ai aujourd'hui sur la nutrition, peut-être que ça aurait été encore beaucoup mieux. Ça c'est pour le taekwondo. Après, pour ma vie en général, non, j'ai pas de regrets, je prends les choses comme elles arrivent et je pars du principe où on se construit dans l'expérience. C'est-à-dire que le chemin parfait n'existe pas, entre guillemets. C'est un peu contradictoire avec ce que je disais par rapport au taekwondo, mais le chemin parfait n'existe pas et on tend justement à devenir meilleur parce qu'on fait des erreurs. Et je vais rebondir justement sur une citation puisque tu me laisses une ouverture. Qu'est-ce que tu penses du coup de cette citation qui je trouve très belle d'Alfred de Musset? Les larmes du passé fécondent l'avenir. Est-ce que selon toi l'avenir se prévoit ou se prépare? Non, l'avenir il se prépare. Le prévoir c'est le rêver. Pour moi, prévoir l'avenir, c'est le rêver. Si tu le prépares, t'es déjà t'es actif en fait. T'es actif. Et est-ce que tu penses que des défaites, des craintes, des peurs, ça peut justement nous endurcir, nous préparer pour l'avenir? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'à un moment donné, on se défend. En fait, il faut se défendre. Il faut se défendre par rapport à tout ça. Mais pour se défendre, il faut justement être agressé. Il faut être agressé par la vie. Si tu es agressé par la vie, à un moment donné, tu vas essayer de trouver des solutions. Mais tant que tout va bien, tu avances et puis tu crées pas en fait des adaptations. Donc, je pense qu'il faut justement avoir de l'expérience pour s'améliorer au fur et à mesure à chaque fois, pour être meilleur, pour éviter de passer là où tu as vu que ça ne marchait pas. C'est comme ça, selon moi, où on arrive en fin de vie ou en milieu de vie. C'est pas quand on est en retraite qu'on arrive à la perfection de sa vie, sinon ça serait dommage. Mais en cours de vie, je dirais, à être en adéquation avec soi-même, parce que à ce niveau-là, il n'y a pas de règle. Mon bien-être et mon modèle de vie n'est peut-être pas forcément le tien ou celui de l'autre. Donc chacun a son parcours de vie, chacun a ses expériences et chacun va se construire justement en conséquence de tout ça. Enfin, une dernière question. Est-ce que tu peux nous révéler, je ne sais pas si tu peux nous révéler, mais ton plus grand secret qui n'a jamais été avoué sur toi, ou alors ta plus belle fierté? C'est la question finale. C'est compliqué comme question quand même. J'ai pas de secret moi en fait. Peut-être ta plus belle fierté alors?
le fait d'avoir rendu fier mon père par rapport à mon titre de champion du monde, parce que lui, il y croyait depuis le départ. Eh bien, écoute, Mamedy Doumbouya, on finira sur ces belles paroles. On te remercie pour cette très belle interview et puis on te souhaite beaucoup de bonheur dans tes projets et voilà, on te suivra de près. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Elle écoute la radio. Elle écoute FLP Radio. FLP Radio, flpradio.fr